Les 3 questions de l'épisode 25 consacré à la négociation d'un salaire supérieur. Première question. Comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise? Deuxième question. Beaucoup d'offres ne contiennent pas la rémunération. Comment obtenir les éléments? Troisième question. Avez-vous observé un nouveau rapport de force lié au déploiement du télétravail? Je pense aux juristes 100% en télétravail, ce qui permet de postuler à des offres parisiennes quand on est en province. Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Anison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 25 du podcast Jury Nova consacré à la négociation d'un salaire supérieur. Et pour tous les Jury Nova qui nous rejoignent, le podcast Jury Nova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer. Dans cette série de 5 podcasts que je vous délivre sur une durée de 5 semaines, j'ai le plaisir de vous partager les sujets abordés lors de l'atelier carrière que j'ai animé pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et les directeurs juridiques au sein de la FJE le mercredi 21 septembre 2022 sur la thématique « Négocier son salaire tout au long de sa carrière ». De plus, une surprise vous attend pendant ces 5 semaines. Je vous invite à suivre le podcast Jury Nova, les newsletters Jury Nova, les posts sur LinkedIn sous @Cynthia Anison-Lorbert, sous mon profil, ou sur le feed et les stories Instagram, le compte est @JuryNova Consulting, pour scruter le moment où cette surprise sera dévoilée. Cette surprise répondra à vos nombreuses demandes que je reçois régulièrement. Je l'espère en tout cas bien sincèrement. Patience! Je reviens à cette série de 5 podcasts consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Cela peut vous intéresser si vous souhaitez vous préparer à négocier vos conditions salariales, que vous soyez dans l'une de ces situations. Jeune diplômé ou expérimenté, en poste ou en recherche active, que vous ayez déjà pratiqué une négociation salariale ou que vous ayez toujours accepté les propositions sans oser vous renseigner ou demander plus. En effet, avoir son diplôme en poche, voire plusieurs diplômes ou de longues années d'expérience derrière vous, cela est nécessaire, bien entendu, mais insuffisant dans certains cas pour recevoir une rémunération qui corresponde à vos prétentions et à votre valeur intrinsèque. Dans l'atelier carrière que j'ai animé au sein de la FJE, nous avons traité les différentes méthodes d'évaluation de votre niveau de salaire. Celui-ci devra valoriser à sa juste valeur vos compétences et vos expertises, votre niveau d'implication dans votre métier et votre niveau de responsabilité. Nous avons également approfondi les différentes stratégies à adopter pour mener vos négociations avec conviction et sérénité. À l'issue de cet échange de 3 heures pendant l'atelier, les personnes présentes, donc les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, sont repartis avec les clés pour oser débuter et justifier cette négociation salariale auprès de leur manager. Et compte tenu du nombre de questions et de situations exposées, je vous propose de nous retrouver pendant 5 semaines le vendredi, pendant le podcast, sur les thématiques suivantes. Donc, podcast 23, 4 argumentaires pour obtenir une augmentation. Le podcast 24 portera sur comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect. Plus 3 questions bonus dont vous bénéficierez. Podcast 25, comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise. Plus 2 questions bonus. Podcast 26, comment évaluer les à-côtés et peut-on demander la liste en entretien de ces à-côtés. Plus une question bonus en relation avec l'inflation notamment. Podcast 27, déstabilisation. Questions et remarques déplacées sur ses prétentions salariales en entretien. Nous poursuivons notre série de 5 podcasts par le podcast 25 consacré à la négociation d'un salaire supérieur. Voici les 3 questions que nous allons aborder ensemble tout au long de l'épisode. Première question. Comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise? Deuxième question.
Beaucoup d'offres ne contiennent pas la rémunération. Comment l'obtenir? Troisième question. Avez-vous observé un nouveau rapport de force lié au déploiement du télétravail? Je pense aux juristes 100% en télétravail, ce qui permet de postuler à des offres parisiennes quand on est en province. Je réponds à la première question qui m'a été posée. Comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise? Donc ici, on est bien dans le cas d'une mobilité externe, à la différence de la mobilité interne que nous avons vue la semaine dernière. Il y a différents éléments à prendre en compte. Lors de l'accompagnement mobilité, je vous apprends à trouver ces éléments et à vous évaluer selon une méthode en entonnoir afin de construire une stratégie de négociation salariale, de construire concrètement votre argumentaire pour l'entretien et qui est construit sur 4 niveaux dans votre fourchette de négociation. Ok. Cette phase de préparation est essentielle. J'appelle ça réellement la phase de préparation et elle est essentielle. Dans l'accompagnement mobilité, on y passe un certain temps, donc quasiment 1 mois sur les 4 mois. Ok. Donc premièrement, vous allez vous intéresser aux données du marché pour dresser la liste des éléments qui vont vous permettre de vous évaluer vous-même sur le marché de l'emploi en fonction premièrement de votre type de poste, deuxièmement la zone géographique dans laquelle vous évoluez et troisièmement le secteur d'activité bien sûr, combien je vaux sur ce secteur-là avec mon expérience, mes compétences, mes expertises. Ok. Donc je reviens au type de poste. Le premier élément de ce grand point. Si vous êtes juriste, êtes-vous juriste, généraliste ou expert? Ok, donc senior, junior, voyez quels sont les éléments de langage que vous employez dans votre environnement actuel ou dans l'environnement que vous visez. D'accord? Quels éléments de langage ils utilisent? Junior, senior, expert, généraliste, voilà. Deuxième point sur votre type de poste, si vous êtes responsable juridique en qualité de juriste unique, c'est-à-dire seul dans votre équipe, sans management d'équipe, êtes-vous en charge de management de projet en parallèle? Êtes-vous en charge de management de budget, notamment les budgets prestataires, les budgets avocats, les budgets consultants, etc. Troisième point, si vous êtes responsable juridique avec une équipe, donc à la différence de juriste unique juste avant qui a le titre de responsable juridique, si vous êtes responsable juridique avec une équipe, donc vous avez du management de personnes, bien sûr, est-ce que vous avez également du management de projet, du management de budget? Et là, je pense au budget, donc budget assurance, budget digitalisation, budget contentieux, budget des marques, budget du service, le budget des augmentations salariales, etc., etc. Et quatrième point, si vous êtes directeur ou directrice juridique avec du management de personnes, donc aussi du management de projet, du management de budget, donc je pense au même budget que je viens de citer, le budget assurance, le budget digitalisation, le budget contentieux, le budget marque, le budget du service, le budget des augmentations salariales, etc., etc. Et dans ce cas-là, si vous êtes directrice, directeur juridique, à qui êtes-vous rattaché? Comment vous êtes positionné au sein de votre structure? Est-ce que vous êtes rattaché à la direction générale, au DAF, à la direction juridique, à un directeur en business unit en direct, à un opérationnel, à un directeur opérationnel? Est-ce que vous avez un rattachement fonctionnel et un rattachement hiérarchique? Dressez bien quel est votre poste en lui-même. Ok. Voilà, ça c'était le premier point. Donc on a vu. Premier point, les données du marché, comment vous situez par rapport à votre poste, à la zone géographique et au secteur d'activité. Comment trouver ces éléments, me demandez-vous souvent. Oui, bah oui, la question est bien là. Comment on trouve ces éléments concrètement? C'est bien pour ça que vous écoutez le podcast, je pense. Ces informations sont disponibles de 3 manières. Première manière, les offres publiées, équivalentes au poste que vous visez. Donc, allez voir les offres qui sont publiées sur les différentes plateformes. Donc, commencez par LinkedIn, concrètement. Et vous regardez les postes que vous visez dans votre zone géographique et sur le secteur d'activité que vous visez. Ok. Donc ces offres-là vont être très courantes pour les postes de juriste. Pour les postes de responsable juridique et de directrice, directeur juridique, ça va être un peu moins présent, parce elles sont souvent, ces offres-là, sur le marché caché. Deuxième point pour trouver ces éléments, dans les grilles de salaire diffusées par les cabinets de recrutement tous les ans. Donc vous avez 2 exemples, Michael Page et Robert Half. Il y en a d'autres, donc je vous conseille d'aller fouiller et de voir à quel cabinet de recrutement vous aimez suivre et regarder ces grilles de salaire. Troisième élément, dans votre réseau, notamment sur les postes de responsable juridique et directrice-directeur juridique, pour lesquels les offres publiques sont moindres, puisque ça dépend du marché caché, c'est ce que je vous disais juste avant. Comme elles circulent sur ce marché caché, faites appel à votre réseau pour obtenir des infos sur ces postes de responsable juridique et directrice-directeur juridique. Ok.
Donc, par exemple, quand moi j'accompagne des directrices, directeurs juridiques et qui souhaitent évoluer ou qu'ils ont des propositions en interne pour évoluer, bah, concrètement, leur poste est vacant. Donc, parfois, ils me proposent de faire circuler leur offre de remplacement pour postuler sur leur poste aux éventuelles personnes que j'accompagne. Là, on est sur du marché caché, pur et simple. OK? Donc, certaines offres ne font pas apparaître la rémunération proposée. Oui, exactement. Ce qui est très fréquent. Parfois, la rémunération n'est pas proposée, même la fourchette. Dans ce cas, je vous invite à contacter le recruteur par téléphone ou par messagerie privée sur LinkedIn afin de lui demander un entretien téléphonique de 10 minutes pour obtenir cette information liée à la rémunération et donc étayer votre recherche par cet élément du marché. Il vous est indispensable de connaître le montant de la rémunération pour pouvoir vous évaluer et vous situer sur le marché. OK? Comme ça, vous aurez une vision claire de ce qui se pratique en ce moment sur le marché et de combien vous pouvez valoir sur ce marché. Alors, vous allez avoir donc, avec tous ces éléments, une première fourchette qui va vous servir de base pour vous auto-évaluer, vous situer sur le marché du travail en termes de salaire. Et c'est bien l'objectif. Donc, deuxièmement, maintenant, pendant la phase de préparation, vous allez vous renseigner sur la politique salariale de cette entreprise. Différentes méthodes vous sont décrites dans l'accompagnement mobilité, oui. Je vous en propose différentes méthodes dans l'accompagnement mobilité pour obtenir ces informations. OK? Et ces informations sont à obtenir en amont de l'entretien, bien entendu, puisqu'on est dans la phase de préparation de l'entretien et de la négociation salariale. Donc, principalement, vous obtenez les grilles salariales en interne, annexées à la convention collective très souvent. Cela vous permet d'ajuster les niveaux de salaire recueillis est proposé par les grilles des cabinets de recrutement qu'on a vus dans le point précédent. OK? Et donc, grâce à cela, avec la grille salariale de l'entreprise que vous visez, vous affinez peu à peu votre valeur, vous vous ajustez. OK? Vous ajustez la première valorisation recueillie. S'il s'agit d'une création de poste ou d'un départ, vous serez également renseigné sur les conditions et le pourquoi du comment, pourquoi écrire un poste, pourquoi il y a eu un départ, quelles sont les circonstances, etc. Il est nécessaire pour vous de connaître le contexte en amont. Et oui, il existe des méthodes pour obtenir ces renseignements, même lorsque vous pensez ne pas avoir de réseau. Concrètement, tout passe par le réseau dans ce cas-là, OK? Et je vous enseigne ces différentes méthodes également dans l'accompagnement mobilité. C'est un sujet récurrent. Tous mes clients rencontrent ce frein, cet obstacle. Ils ont l'impression de ne pas avoir de réseau. Quand je leur demande quel est votre réseau, où est-ce que vous en êtes? Ah non, mais moi, je n'ai pas de réseau. OK. Et plus on creuse, plus on va en profondeur, plus les personnes se rendent compte, prennent conscience qu'elles ont un réseau. On dresse la liste de tous les dossiers, on voit les interlocuteurs, ça constitue un premier réseau, OK? Et il y a d'autres méthodes pour lister et recueillir tous les membres de son réseau, d'accord? Et moi-même, j'ai rencontré ce frein pendant ma carrière. Comment savoir combien, notamment dans le cas où je voulais savoir combien gagnait mon prédécesseur, en fait. Bah, tout simplement en l'appelant et en m'autorisant à le lui demander. Voilà, donc je me suis autorisée à l'appeler et à lui demander. Et j'ai pu obtenir les éléments du pourquoi il n'avait pas conservé son poste, pourquoi il était parti. OK? Ça me donnait le contexte du poste. Donc, parler salaire en France est un sujet tabou. Ça, je vous le rappelle, tout le monde le sait, etc. etc. Donc, ce qui ne rend pas ce sujet de conversation facile à aborder, bien sûr. Et pourtant, vous verrez, une fois que vous l'aurez pratiqué, vous serez de plus en plus à l'aise. Plus vous allez oser en parler, plus vous allez être à l'aise. D'accord? Troisièmement, il y a la prise de risque dès lors que nous partons à l'extérieur, dès lors que c'est une mobilité externe. Nous visons quand même un minimum de 10% d'augmentation et c'est quand même qu'un minimum, hein. D'autres critères sont à prendre en compte pour préparer, pour ajuster votre gap entre votre précédent poste et le nouveau poste. OK? Vous pouvez tenir compte donc du secteur d'activité, de l'hypercroissance ou non de l'entreprise que vous rejoignez, des missions confiées, le type de mission, du contexte collaboratif ou d'un contexte difficile que vous avez recueilli lors de votre petite enquête, de l'équipe et de son ambiance. Comment est constituée l'équipe si elle est déjà existante? Quelle est son ambiance à cette équipe? OK? Donc, grâce à cela, vous allez définir votre minimum et votre maximum par rapport au pourcentage d'augmentation que vous voulez obtenir, compte tenu de la prise de risque que vous prenez. OK? Comment me demandez-vous définir ce minimum et ce maximum? En tenant compte des éléments de marché que vous avez recueillis dans le premier point, plus les éléments recueillis dans le deuxième point sur la politique salariale de l'entreprise que vous visez, et vous ajustez tout ça par rapport à votre prise de risque qu'on vient de voir. OK? Donc, vous allez juger en votre fort intérieur si c'est correct ou non correct, ce minimum et ce maximum, et vous allez l'ajuster. OK? Donc, moi,
J'accompagne les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques là-dessus, à quasiment chaque entretien quand on en est au niveau de la préparation des entretiens et de la négociation salariale. On ajuste systématiquement. Parfois, ils ajustent également en fonction du secteur d'activité si ce ne sont pas les mêmes secteurs d'activité. Leur fourchette va varier, leur argumentaire va varier et leur fourchette va varier. OK? Et il y a bien entendu une période d'essai à prendre en compte dans cette prise de risque et donc à valoriser. Il y a également le fait de quitter une situation connue pour l'inconnu. Et là, je vais vous faire volontairement une parenthèse, ok? Je n'emploie pas la notion de situation confortable dans ce cas-là. J'oppose la situation connue à la situation inconnue. Pourquoi? Car parfois, cette situation connue est totalement inconfortable, voire dangereuse, hein, pour votre santé mentale et votre santé physique, notamment à la vue de l'ambiance de travail au quotidien, de la charge de travail allouée au quotidien, donc des horaires de travail concrètement, et du manque de flexibilité et de souplesse liés à ces horaires de travail avec une grande amplitude. Du manque de souplesse en interne quand vous avez besoin de télétravailler ou non. De l'inexistence, bien souvent, du télétravail dans certains services. Du manque de confiance également, puisque concrètement, le télétravail, quand il est mis en œuvre et qu'il fonctionne, bah, ça veut dire qu'il y a un lien de confiance derrière. On fait confiance à la personne pour qu'elle atteigne ses résultats selon ses propres moyens, selon sa propre organisation pendant la journée ou les journées où elle opère en télétravail. Ok. Il y a également le manque de reconnaissance et de valorisation de l'investissement fourni et des résultats atteints. Ok. Un certain nombre de juristes arrivent en accompagnement chez moi. Ils sont en souffrance parce qu'ils n'ont jamais de feedback. Il n'y a pas de feedback constructif. Il y a parfois des feedbacks négatifs, mais jamais constructifs, avec un échange cohérent et des propositions d'amélioration, de progression, etc., avec un échange constructif, en toute confiance. Ok. Et bien souvent, ces juristes arrivent également en ayant été non valorisés depuis plusieurs années, c'est-à-dire pas forcément valorisés que par rapport à leur salaire, mais également valorisés par rapport à la reconnaissance que l'on apporte à leurs résultats, à leurs idées, à l'accueil que l'on peut faire à leurs idées, au fait de les solliciter pour tel et tel projet, en amont pour recueillir leurs idées, pour les associer à la stratégie du projet ou du développement de l'entreprise. Ok. Il y a également l'absence de management et donc de feedback régulier et constructif. Oui, alors, ça fait référence à ce que je viens de dire, mais bien souvent, les juristes qui sont en souffrance, qui veulent absolument partir de leur propre environnement actuel, c'est parce qu'il y a une absence totale de management. Leurs supérieurs ne savent pas manager, en fait. Et donc, ils n'ont jamais de feedback régulier, il n'y a jamais de petites réunions en one-to-one ou en service également, où on fait des feedbacks réguliers sur les dossiers en cours, sur les résultats atteints, les difficultés rencontrées, comment on fait pour améliorer, les process aussi. Les process, on les remet sur la table régulièrement pour continuer à les améliorer, à gagner du temps, etc. Et il y a toute la digitalisation qui va derrière au jour d'aujourd'hui. Un certain nombre de juristes que j'accompagne n'ont pas ces éléments propres à la digitalisation. Et j'ai même, pour vous faire rigoler, j'ai même des juristes qui font leurs recherches, leur veille juridique sur Google. Ils n'ont pas accès à des outils en interne, des bases de données, genre LexisNexis, etc., pour pouvoir faire leurs recherches. Alors j'en rigole là, mais franchement, quand on est en séance et que les juristes me partagent cela, bien entendu, ils ne peuvent pas exercer leur métier à la hauteur de leurs compétences puisqu'ils n'ont même pas les outils de base nécessaires pour exercer. D'accord? Et ça me semble, en tant qu'ancienne responsable juridique et en tant que chef d'entreprise d'un organisme de formation, je ne vois pas comment on peut opérer si on n'a pas un outil de veille juridique. Moi, je suis soumis au droit du travail, donc dans le cadre de l'organisme de formation, j'ai bien entendu mon outil de veille juridique pour réaliser ma veille juridique toutes les semaines sur mon organisme de formation. Et je ne comprends pas comment les juristes peuvent travailler sans outil de veille juridique automatisé, digitalisé, que la veille juridique tombe dans leur boîte aux lettres tous les matins en fonction de la typologie de leur dossier. Bon, je ferme ma parenthèse, mais c'est vraiment important. Et dernier point, il peut également y avoir un management maladroit ou un manque de bienveillance et d'humanité, donc le fait que la personne ne soit pas reconnue pour ce qu'elle est remplaçable, etc., et qu'on le lui fait bien sentir. J'accompagne également des personnes qui me remontent cela comme malaise et comme état de souffrance, concrètement. Ils se sentent déshumanisés, inexistants, etc. Donc il n'y a pas d'échange concrètement sur leur vie personnelle, pas de prise en charge du tout sur le fait qu'ils sont ou non chargés de famille. C'est bien souvent sur ce point-là que ça pose souci. Quand un enfant est malade, quand un parent, il faut accompagner un parent, donc il faut avoir un petit peu plus de souplesse certains jours pour accompagner
un parent ou un grand-parent a certains rendez-vous, quand les résultats sont atteints ou quand on est une surcharge de travail et que dans ce cas-là, on demande à télétravailler pour pouvoir être concentré et finaliser un dossier, eh bien, c'est pas forcément accueilli de la bonne manière, la parole est mise en doute, etc., etc. Donc là, on touche le manque de bienveillance et d'humanité et on touche toujours ce manque de confiance, d'accord? Et donc concrètement, derrière tout cela, c'est un manque de management avec tout ce qui va autour du management, hein, la capacité à déléguer, la capacité à décider, les feedbacks réguliers, la capacité à créer un lien de confiance, la capacité à... Oui, c'est toujours ça, à créer ce lien de confiance dans lequel la personne, donc le subordonné, le juriste, peut aller vers son manager en toute confiance pour lui exposer que là, il est en surcharge de travail ou que sur ce dossier, il a besoin d'échanger avec l'un ou l'autre pour pouvoir confronter ses idées, par exemple. Ou alors sur ce projet qui s'annonce, bah, il aimerait bien être associé parce qu'il a telle et telle idée et que peut-être que ça le changerait un peu de tous ses dossiers, qu'il a besoin de renouveau, de travailler des nouveaux dossiers, etc. Ok. Donc la liste est encore longue entre ce que certains de mes clients vivent au quotidien, bien entendu, et ce que moi-même j'ai pu vivre également à travers moi, ma propre expérience et l'expérience des juristes que j'ai pu manager à l'époque où j'avais une équipe. Et souvent, ces clients évoluent dans des environnements totalement inadaptés à leurs besoins et leur personnalité. Donc, leur situation, bien que connue, n'est absolument pas confortable en termes de bien-être psychique et de bien-être émotionnel au quotidien, d'accord? Et là, j'en reviens à ma notion du départ, cette notion de situation connue et situation inconnue. Quand vous passez de votre propre poste à un poste en externe dans une nouvelle entreprise, vous passez d'une situation connue, bien entendu, à une situation inconnue. OK. Mais en revanche, vous ne quittez pas forcément une situation confortable pour une situation inconfortable, ok? Puisqu'il y a déjà très certainement pour certains d'entre vous de l'inconfort, voire un mal-être général dans l'environnement dans lequel vous évoluez au jour d'aujourd'hui, puisqu'il est inadapté à vos besoins et votre personnalité. Cet environnement est inadapté à votre bien-être psychique et votre bien-être émotionnel. Ok, donc vraiment, c'est important cette parenthèse sur la notion de situation connue et inconnue pour pouvoir aller de l'avant et construire aussi votre négociation salariale. Ok, donc je passe maintenant au quatrième point. Donc je vous résume les trois premiers points. Premier point, c'est les éléments de marché, ok, par rapport à votre type de poste, la zone géographique et le secteur d'activité. Deuxième point, c'est la politique salariale de l'entreprise que vous visez. Troisième point, c'est votre prise de risque. Il faut valoriser la prise de risque dans votre auto-évaluation. Et quatrièmement, il y a le périmètre de votre nouveau poste. On va s'intéresser à ce nouveau périmètre. Qu'est-ce qu'il recouvre, ce nouveau périmètre? OK? Premièrement, est-ce que c'est le même que celui que vous occupez dans votre entreprise actuelle? Est-ce que c'est mot pour mot, j'allais dire, mais plutôt mission pour mission, exactement le même périmètre que ce que vous occupez au jour d'aujourd'hui? D'accord? Là, vous voyez où je veux en venir. L'écart de salaire, le gap, va pas forcément être extrême dans ce cas-là. OK? Il y a la prise de risque, 10%, OK? Mais après, jusqu'où vous pouvez aller? Deuxième point, est-ce que le périmètre est élargi dans ce nouveau poste, dans cette nouvelle entreprise, en termes d'expertise et de compétences? Premier point. En termes de management de personnes, ok, combien de personnes vous allez manager? Est-ce que vous êtes appelé sur les prochaines années à manager deux personnes, par exemple, à 25 ou 30 personnes? J'ai une directrice juridique que j'accompagne, elle change de poste à peu près tous les 5 ans. Elle part d'une équipe de deux, trois personnes et dans ses objectifs, elle accompagne l'hypercroissance des entreprises dans lesquelles elle postule, dans lesquelles elle est recrutée, pour créer une équipe juridique qui peut faire face à l'hypercroissance et donc à la montée en puissance du nombre de dossiers. D'accord? Donc elle passe en général de 2-3 personnes managées à 25 personnes, donc avec toute la phase de recrutement, d'intégration des nouveaux juristes, etc. Et puis peu à peu, l'instauration d'un management en râteau, si vous voulez. D'accord? Donc, au niveau de votre périmètre élargi, je reprends. Donc, premièrement, il y a en termes d'expertise et de compétences, est-ce que c'est élargi en termes de management de personnes, en termes de management de projet également? Je pense ici notamment au projet de digitalisation. Ok. Est-ce que vous êtes associé au projet de digitalisation? Est-ce que vous étiez déjà associé au projet de digitalisation ou est-ce que c'est nouveau pour vous au jour d'aujourd'hui? Alors, quatrième point, votre périmètre peut être élargi également en termes de management de budget et management financier. Donc là, je vise notamment tous les budgets que j'ai cités tout à l'heure, budget assurance, budget marque, budget des augmentations salariales, budget de digitalisation également, les budgets liés aux prestataires, aux consultants, aux avocats, ok, aux fiscalistes, si vous faites appel aux fiscalistes. Est-ce que votre périmètre est élargi en termes d'interlocuteurs? Est-ce que vous interagissez déjà avec la direction ou est-ce que ça va être nouveau?
Est-ce que vous interagissez avec des clients internes? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous interagissez avec des clients externes? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous interagissez avec des fournisseurs? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous interagissez avec des autorités? L'autorité, donc l'administration fiscale, l'administration du travail, du droit du travail, l'AMF, la CPR, les autorités en termes de nucléaire, etc., j'en passe. Ok. En termes de périmètre, interrogez-vous également sur les interlocuteurs. Et en termes de périmètre, toujours en termes de rythme et de déplacement. Est-ce que actuellement vous vous déplacez ou non? Est-ce que vous avez un rythme soutenu? Est-ce que vous vous dirigez vers un poste avec un rythme soutenu, des déplacements réguliers ou ponctuels? Ok. Quel est l'écart sur ce point? Voilà, donc je vous ai fait part des 2 points pour définir votre nouveau périmètre. Premier point, c'est exactement le même que celui que vous avez actuellement. Deuxième point, il est élargi. En quels termes il est élargi? Allez au fond des choses pour déterminer sur quoi vous allez élargir votre périmètre. Ok. Donc, s'il y a un changement de périmètre, bien sûr, vous l'élargissez, donc forcément, vous augmentez votre salaire. Ok. Donc ça, c'est à ajuster au niveau de votre prise de risque également. Vous allez ajuster l'auto-évaluation que vous avez faite auparavant. Et dans le cadre de l'accompagnement en mobilité, j'y reviens, qui dure 4 mois, bien entendu, et pendant lequel nous travaillons autant, d'un côté, votre parcours, vos compétences, vos expertises, votre projet professionnel, et de l'autre côté, on travaille également votre personal branding avec votre CV, votre profil LinkedIn, votre pitch et votre présentation, votre réseau, comment le réactiver, comment l'entretenir et comment le faire grandir. Tout cela, quand je parle de personal branding ici, je parle de marketing de soi. Ça fait également partie de l'accompagnement mobilité. Il y a un autre pilier, c'est la préparation de vos entretiens et de votre négociation salariale. Ok. Et ce sont vraiment les 3 grands piliers que nous travaillons ensemble. Mes clients dressent donc pendant cet accompagnement mobilité la fiche de poste du poste dans lequel ils veulent aller par rapport à leur fiche de poste actuelle. Ok. Cette fiche de poste actuelle doit être mise à jour par vos soins tous les 6 mois. Et ça, c'est un conseil fort que je peux vous donner. Mettez votre fiche de poste actuelle à jour tous les 6 mois. Faites le point. Utilisez un outil où vous recensez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez fait de nouveau, etc. Ou prenez vos outils de suivi, vos outils de reporting, peu importe. Ça fait partie de vos career skills. Ok. Quand on travaille dans l'accompagnement mobilité, toutes vos skills, hein, donc il y a les legal skills, les business skills, les soft skills, les digital skills, etc., etc., il y a également les career skills. Gérer ses compétences carrière, c'est-à-dire rester employable sur le marché de l'emploi, ça consiste notamment à prendre conscience de l'évolution que l'on connaît ou de l'évolution qu'on ne connaît plus, de sa capacité à s'auto-former ou de sa capacité à ne plus s'auto-former et qu'il faut peut-être continuer à se reformer, s'ouvrir à d'autres sujets, notamment le digital au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un autre élément que j'aborde dans le cadre de l'accompagnement mobilité, hein. Et je l'accompagne également dans l'accompagnement orientation, qui est, donc ça, je pense que vous le savez à peu près tous, l'accompagnement orientation, c'est le bilan de compétences adapté à la carrière des juristes et à vos spécificités liées à votre carrière. Donc, d'accord? Donc, ce bilan de compétences orientation, il est calibré pour vos carrières juridiques et vos expertises. Ok. Donc, on travaille également les career skills dans l'accompagnement orientation. On les travaille également dans l'accompagnement mobilité, puisque c'est la base. Vous devez entretenir vos career skills tout au long de votre carrière. Ok. Donc ces 2 accompagnements, l'accompagnement orientation, qui est le bilan de compétences calibré pour les juristes, et l'accompagnement mobilité, toujours pour les juristes, sont éligibles au financement de votre CPF. Donc si vous avez un CPF, vous pouvez y prétendre. Vous pouvez également y prétendre, bien entendu, si vous souhaitez le financer par vos propres moyens. Et d'ailleurs, l'accompagnement orientation, vous pouvez également le faire prendre en charge par votre entreprise. L'accompagnement mobilité, c'est toujours un petit peu plus délicat. Mais l'accompagnement orientation, j'ai 2 personnes, 2 directrices juridiques que j'accompagne à partir du mois de décembre. Et ces personnes, ce sont des accompagnements orientation, bilan de compétences larges, pris en charge par leur entreprise. D'accord? C'est l'entreprise qui l'a demandé puisqu'elles veulent évoluer au sein de leur entreprise. Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc, qu'est-ce qui va être plus large dans cette nouvelle fiche de poste? On revient à la fiche de poste. Qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui va être plus large? Ok. Vous valorisez ces élargissements de périmètre, cette prise de responsabilité en termes de management de personnes, de gestion de projet, de budget, d'expertise, de mission, de nombre de dossiers et de type d'interlocuteurs. D'accord? Quelqu'un qui passe de dossier ou de mission qui n'implique que des interactions avec des juristes ou des avocats du jour au lendemain. Cette personne est amenée à interagir avec des clients, avec des fournisseurs, avec des commerciaux, avec la direction générale, avec la direction administrative et financière, avec les directrices ou les directeurs opérationnels,
avec les directrices ou directeurs de business unit, avec les services informatiques, avec les services logistiques, avec les services RH. Cette personne va développer des compétences en communication, en verbalisation, afin de s'adapter au langage et au vocabulaire de son interlocuteur, pour bien comprendre son besoin. Elle a besoin de le comprendre, de l'identifier, son besoin. Et elle doit y apporter une réponse pragmatique et non pas seulement une réponse juridique. Ok. Elle adoptera donc des éléments de langage adaptés à son interlocuteur. Ses capacités en termes de communication vont s'accroître. Elle va également accroître ses capacités en termes d'écoute et de reformulation. Il s'agit là encore d'un élément à valoriser. Donc posez-vous bien la question sur ces points. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que va vous apporter ce nouveau poste? Qu'est-ce que vous allez développer? Okay. C'est la même chose si vous êtes amené à interagir et représenter votre entreprise auprès des autorités, ce que je disais tout à l'heure. Parce que certains n'ont jamais eu à communiquer avec des autorités. Okay. Et ça peut engendrer un petit peu de stress, voilà, un petit syndrome de l'imposteur, par exemple. Donc, si vous échangez et communiquez avec les impôts, par exemple, l'administration fiscale, les administrations sociales comme l'URSSAF ou comme l'ADRITS, anciennement la Directe, pour ceux qui connaissent, la DGCCRF au niveau de la concurrence, la MF, la CPR, les autorités de contrôle des activités nucléaires. Si vous interagissez avec de nouveaux interlocuteurs, notez-le également, ok? Ça va faire partie de l'accroissement de vos compétences. Donc, tout ce que vous pouvez identifier qui élargit votre périmètre, vous le notez, vous le recensez afin de le valoriser, bien entendu. Cinquièmement, une fois que vous avez recueilli et valorisé les informations, donc, premièrement, du marché via les cabinets de recrutement, les offres qui circulent sur le marché et via votre réseau. Deuxièmement, de la société et de sa politique salariale. Troisièmement, de votre prise de risque. Et quatrièmement, de votre périmètre de nouveaux postes que l'on vient de voir. Vous allez construire votre argumentaire avec toutes vos données, en dressant votre fourchette avec les 4 niveaux. Et pour chacun de ces 4 niveaux, vous allez développer un argumentaire adapté. C'est cela que je vous apprends à construire également pendant l'accompagnement mobilité, afin d'utiliser la bonne sémantique, les bons éléments de langage, et de ne surtout pas rester bloqué sur le premier niveau, mais laisser la possibilité au dialogue de s'installer afin de bien comprendre leur marge de manœuvre à eux et la vôtre, afin de bien comprendre leur budget, jusqu'où ils peuvent aller, et de bien comprendre votre propre limite aussi, votre propre seuil. Quel va être votre seuil au-delà duquel vous allez dire non. OK? Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, je vous prends 2 exemples. C'est ce qu'on a fait mardi avec un avocat salarié spécialisé en contentieux qui cherche à intégrer une grande entreprise à Bordeaux. Nous avons établi son argumentaire sur les 4 niveaux de sa fourchette, entre 65 000 et 80 000 euros, afin que sa discussion et son approche soient fluides. Nous avons également développé un argumentaire pour éventuellement négocier une partie variable à ajouter au fixe, reposant sur 3 arguments principaux qui complètent les 4 premiers arguments liés à ces 4 niveaux de fourchette. OK? Et c'est également ce que j'ai fait lundi de cette semaine avec une juriste en banque installée à Grenoble qui postule sur un poste de responsable juridique dans une entreprise spécialisée en énergie renouvelable. OK? Donc elle passe de la banque à l'énergie renouvelable sur la région grenobloise. Nous nous sommes tout d'abord intéressés à sa nouvelle fiche de poste, puis nous avons dressé son argumentaire en 4 niveaux, en travaillant chacun des points pour que l'échange soit fluide et qu'elle se prépare à devoir argumenter et peut-être accepter la fourchette la plus basse. Elle se situe, elle, entre 70 000 euros et 85 000 euros à l'année. OK. Ici aussi, nous avons également développé un argumentaire pour négocier une partie variable à ajouter au fixe, puisqu'elle passe quand même d'un poste de juriste à responsable juridique avec une équipe. OK. À ce stade, elle ne connaissait pas le statut des membres de son équipe. Est-ce que c'était des membres paralégaux? Est-ce que c'était des juristes? Est-ce que c'était des juristes juniors, seniors, des juristes généralistes ou des juristes experts? Voilà. Elle avait quand même encore quelques points à éclaircir pendant l'entretien. Voilà, donc ces 2 personnes, pour vous donner les exemples, ont commencé par le bilan de compétences orientation, calibré pour les juristes, hein, comme je vous disais. Puis, une fois qu'elles ont eu terminé leur programme orientation, elles ont poursuivi par le programme mobilité, OK, pour s'orienter vers une mobilité externe. Et concernant les variables sur objectifs et les composantes d'une rémunération fixe et variable, j'aborderai ce sujet la semaine prochaine dans l'épisode 26. Donc, je vous invite à écouter le prochain épisode si vous voulez en savoir plus sur les composantes de la rémunération fixe et variable. Deuxième question maintenant. Beaucoup d'offres ne contiennent pas la rémunération. Tout à fait. C'est pour cela que je vous propose de contacter le recruteur si vous avez son numéro de téléphone pour le contacter. OK? À défaut, si vous n'avez pas ses coordonnées, vous passez par LinkedIn en messagerie privée ou via des groupes en commun et vous lui demandez un entretien de 10 minutes pour discuter du montant de rémunération, c'est-à-dire le budget alloué à ce poste. OK? Il vous faut obtenir ce budget.
à combien il valorise ce poste. Cela demande souvent de sortir de sa zone de confort, hein, pour le coup, et une petite voix peut vous dire: tu vas les déranger, jamais ils ne te répondront, ils ne te donneront pas de réponse, ils resteront vagues, tu te prends pour qui, etc., etc. Il y a tout un tas de petites voix qui peuvent vous venir. Mes clients se les posent souvent, je me les suis posées également à l'époque. Il s'agit encore une fois d'ajuster vos pensées. Votre cerveau vous protège d'une situation inconnue dans laquelle vous allez devoir demander quelque chose avec le risque de recevoir une réponse adéquate ou inadéquate, donc peut-être une réponse négative. C'est naturel, c'est le risque, c'est 50-50. Soit vous obtenez la réponse, soit vous ne l'obtenez pas. Et vous devez vous exercer à adopter la pensée contraire qui contrebalance votre petite voix pour rassurer votre cerveau et donc rassurer votre petite voix. Ok? Si vous adoptiez une pensée plutôt de l'ordre et s'il me donnait le montant du budget exact, je pourrais enfin me situer et en plus, cerise sur le gâteau, il me connaîtra déjà puisque j'aurais déjà échangé avec lui. Donc bingo. Ok? Voilà comment connaître les éléments de rémunération quand ils ne sont pas indiqués dans l'offre. Troisième question, avez-vous observé un nouveau rapport de force lié au déploiement du télétravail? Je pense aux juristes 100% en télétravail, ce qui permet de postuler à des offres parisiennes quand on est en province. En effet, il s'agit d'une stratégie à définir quand on cherche un nouveau poste. Et la question du déploiement, enfin du télétravail, est au cœur de cette stratégie. Tout d'abord, est-ce un critère déterminant pour vous? Vous devez vous-même vous poser la question. Est-ce déterminant en termes de flexibilité, en termes d'équilibre de vie entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, en termes de fatigue liée aux déplacements et peut-être aux open space également, par exemple, hein, je prends cet exemple parce que la semaine dernière, j'ai une de mes clientes qui vient de commencer, qui me parlait de ça, de l'open space. Ça lui était très pesant en fait. Elle préférait travailler à la maison, en télétravail régulièrement. Donc, c'est vraiment un critère déterminant qui est systématiquement abordé dans mes accompagnements aujourd'hui, que ce soit l'accompagnement orientation, le bilan de compétences calibré pour vous, les juristes, ou l'accompagnement mobilité dès lors que vous souhaitez une mobilité en interne ou en externe. Ok? D'autant plus lorsque la personne a des enfants à charge. Cette question se pose encore plus à ce moment-là que lorsque les enfants sont encore jeunes et qu'ils ont encore besoin de la présence des parents. Ok? Je vais vous citer deux exemples de personnes que j'accompagne. Une des personnes, juriste depuis 10 ans dans une entreprise française en région, du côté de Nice, hein, pour cet exemple-là, n'avait plus de perspective d'évolution en interne. Et depuis la Covid, elle voulait travailler 100% en télétravail, avec éventuellement 2 fois 15 jours de séminaire par an pour rencontrer les membres de son équipe et le top management. Son projet professionnel était très très clair pour elle. L'épisode de la Covid lui avait fait du bien, elle avait apprécié de travailler à la maison, ses dossiers avançaient, elle arrivait à échanger avec les uns et les autres à travers, donc à l'époque, elle était sur la zone Europe. Donc, à travers la zone Europe, ça lui convenait tout à fait. Elle a donc cherché dans un premier temps des entreprises françaises qui proposaient le télétravail à 100% sans résultat. Elle a donc très rapidement ajusté sa stratégie de recherche parce qu'elle était extrêmement motivée. Donc, on a ajusté cette stratégie de recherche et elle s'est concentrée sur une dizaine d'entreprises américaines et canadiennes qui revendiquaient le télétravail à 100% depuis quelques années, donc bien avant la Covid. Elle ne l'avait pas mis en place grâce au Covid, elle l'avait mis en place avant. Ok. Et ces entreprises, cette dizaine d'entreprises, avaient des équipes installées à travers le monde. Ça leur permettait de couvrir le monde. Tous les membres des équipes étaient en 100% télétravail. Ok. Donc en 3 mois, elle a passé un certain nombre d'entretiens et elle a été retenue dans l'une d'elles. Ok. Elle a fait un bond en termes de salaire car elle est passée de 45 000 euros à 80 000 euros. Ok. Avec un variable sur objectif individuel et collectif sur les 2 premières années déjà acté dans son contrat de travail. Ok. Donc sa négociation salariale a été extrêmement constructive, ok, et fluide pour elle. D'accord? Et les dates des 2 séminaires de travail, puisque cette entreprise propose 2 séminaires de travail à l'année pour que tout le monde se rencontre, lui ont été communiquées pendant sa période d'onboarding, donc super, afin qu'elle puisse anticiper son organisation familiale, car elle est chargée de la famille, donc elle a des enfants à la maison, et elle a un conjoint qui s'absente aussi régulièrement. Sans relais familial sur place, il n'y a aucun grand-parent qui peut prendre le relais sur place, donc ils sont seuls à faire face à l'organisation par rapport aux enfants. Donc, ça lui permet de s'organiser pour la prise en charge de ses enfants lorsqu'elle va être 2 fois 15 jours en séminaire à l'étranger, donc souvent sur le continent américain. Donc oui, je constate que le télétravail vous permet de postuler sur des offres parisiennes ou à l'étranger, dès lors que les modalités de ce télétravail coïncident avec vos propres critères qu'il vous appartient de définir et de fixer. C'est ce que nous faisons
pendant l'accompagnement mobilité. Ok. Et pour en revenir à votre question par rapport au fait de postuler sur des postes parisiens parce que le salaire va être supérieur, hein, c'est ce que vous vous dites, ben oui, bien entendu. Vous pouvez y postuler si la fourchette de rémunération vous convient mieux. Ok. Et donc, ce peut être un jour ou 2 jours ou 50% ou 75% ou 100%. Ce critère, il vous appartient de le déterminer en fonction de votre manière de travailler, de vos besoins d'interaction et de vos besoins de solitude, et également de votre mode de communication privilégié. Attention, quel est votre mode de communication privilégié? Est-ce que vous préférez le contact physique? Ok. Est-ce que vous préférez la visio? Est-ce que vous préférez le téléphone? À vous de définir qu'est-ce qui vous convient le mieux pour ne pas être en manque non plus. Ok. Concernant les variables et les composantes d'une rémunération, j'aborderai ce sujet la semaine prochaine, hein, dans l'épisode 26. Et j'accompagne, deuxième exemple, hein, j'accompagne une directrice juridique qui n'aime pas du tout le télétravail. Donc, elle veut être en présentiel. Ok. Je l'accompagne dans le cadre d'un accompagnement coaching professionnel qui est un autre type d'accompagnement où on traite de la gestion du temps, la gestion du stress, la gestion des émotions, la gestion de son assertivité et de son leadership et la gestion des situations conflictuelles ou difficiles. Ok. Donc, on aborde la délégation, la prise de décision, le fait de savoir dire oui ou non, les feedbacks constructifs et non pas que négatifs, la gestion du temps, comment je gère mon temps, la procrastination. Qu'est-ce qu'on aborde d'autre? Au niveau des émotions, bah, tous les débordements émotionnels qu'on peut connaître, ou le fait de se sentir déstabilisé parfois dans certaines conversations ou certains environnements, les problèmes de conflit dans l'équipe ou avec la direction ou avec ses homologues, etc. etc. Ok, donc, c'est un programme assez complet sur 4 mois également, où on aborde un certain nombre de thématiques. Donc, je l'accompagne dans ce cadre-là et on travaille notamment sa posture de manager, pardon, et sa gestion des situations conflictuelles, puisque elles, ce sont ces deux axes, sa posture de manager d'un côté et sa gestion des situations conflictuelles. Systématiquement, cela pose problème pour ces équipes qui réclament du télétravail. Sa position par rapport au télétravail lui pose des problèmes par rapport à ces équipes les membres de ces équipes réclament ce télétravail. Du fait qu'elle ait ce point de vue, elle n'accorde pas le télétravail non plus à ses équipes, ou elle l'accorde sans souplesse, sans flexibilité pour répondre aux accords signés en interne concrètement. Mais elle est obligée dans ce cas-là. Ce qui ne crée pas un climat de confiance, bien entendu, et ce qui ne répond pas aux besoins de flexibilité exprimés par ses équipes. Alors que dans les faits, nous avons établi ensemble que les juristes de son équipe peuvent très bien télétravailler en étant équipés d'un PC portable, d'un téléphone, etc., au vu des tâches qu'ils accomplissent seuls sur leur PC quasiment toute la journée. À hauteur de 80% à peu près, tous ces juristes travaillent seuls devant leur écran. Donc concrètement, cette directrice juridique, à ce stade, ne propose aucun poste en télétravail. Nous y travaillons en séance de coaching, bien entendu, pour lever ces blocages afin qu'elle évolue sur ce point et qu'elle apaise les tensions dans son équipe. Alors, pour en revenir à votre question initiale sur le rapport de force, je ne dirais pas que c'est un rapport de force, ce déploiement du télétravail, je dirais plutôt que c'est une évolution positive suite à la Covid. Cela permet d'avoir un équilibre de vie quand on a du transport, quand on a des enfants à la maison, quand on a un certain nombre de rôles à gérer. Et je pense notamment à nos parents et nos grands-parents, puisque un certain nombre de personnes qui sont dans mes âges ou un petit peu plus âgées, nous devons également maintenant accompagner également nos parents et nos grands-parents dans leurs démarches, etc., etc., en plus de nos propres enfants. Donc parfois, on a quand même besoin d'un petit peu de souplesse et de flexibilité. Ok. Cela permet de limiter la fatigue, d'intégrer parfois une séance de sport ce jour-là, hein, pour aussi faire passer certaines émotions, s'entretenir, faire une coupure au niveau de son mental, etc., etc., et donc abaisser la charge mentale. Ça permet également parfois de caser un rendez-vous médical ou un rendez-vous administratif pour soi ou pour les parents, les grands-parents ou pour les enfants, ou alors de caser un rendez-vous, je sais pas moi, un réparateur chez soi, il y a quelque chose à réparer, la machine à laver, etc., etc., sans avoir à décaler tous ces rendez-vous professionnels, ok? Parce que ces rendez-vous-là ne sont pas forcément faciles à obtenir. Donc, à un moment donné, si on a des rendez-vous professionnels déjà établis dans l'agenda, mais qu'on peut travailler de la maison, ben, si on a juste à ouvrir la porte au réparateur, il peut facilement faire ce qu'il a à faire. Et puis, si on a un rendez-vous médical, qu'on le met en début de journée et que tous ces autres rendez-vous pro sont dans le cours de la journée, ben, ça permet d'organiser son temps facilement et donc de faire face à toutes ces obligations et ces différents rôles. Ok. Et ça repose bien entendu sur la confiance. Cela permet également, en parallèle de ces éléments-là propres à l'agenda concrètement, et à ces rôles que l'on a tous à jouer dans sa vie, cela permet également à certaines personnalités sensibles de s'échapper de l'open space, du bruit ambiant pour une journée ou plus,
et donc d'être plus efficace et d'être plus sereine ou plus serein. Cela leur permet très souvent de déjeuner seuls au calme ou alors de déjeuner avec une personne de leur entourage proche pour s'octroyer une pause déjeuner ressourçante qui leur fait du bien. Ok. En revanche, je constate aussi que cela ne convient pas aux personnalités qui ont besoin de contact social au quotidien. Attention, il faut bien déterminer votre mode de communication privilégié et vos besoins. La solitude et le silence leur font peur, d'accord? Donc ça ne leur convient pas à ces personnes-là. L'open space leur convient mieux, ok? Donc, conclusion, il faut bien se connaître. C'est important. Pour ma part, si je l'avais eu à l'époque dans mon service lorsque j'étais responsable juridique, cela aurait été salutaire pour un grand nombre de juristes de mon équipe qui avaient entre 1 heure et 2h30 de trajet quotidien, qui avaient des enfants à la maison bien entendu également, tout cela pour réaliser 80% de leur mission assises seules devant leur écran. Votre stratégie repose donc sur 5 éléments. Premier élément, votre valeur sur le marché de l'emploi en benchmarkant les études de rémunération des cabinets de recrutement, les offres d'emploi qui circulent sur le marché et qui vous correspondent, bien entendu, et les informations communiquées par votre réseau. Deuxième élément, vous ajustez cette valeur compte tenu de la politique salariale de cette entreprise. Troisième élément, vous intégrez à cette valeur la prise de risque dès lors que vous partez à l'extérieur. Vous tenez compte du secteur d'activité, de l'hypercroissance ou non de l'entreprise que vous rejoignez, des missions confiées, du contexte collaboratif ou difficile, de l'équipe et son ambiance. Quatrième élément, vous finalisez cette valorisation par le nouveau périmètre de votre poste. Cinquième élément, enfin, vous définissez votre fourchette avec votre minimum et votre maximum en 4 niveaux. Et pour chacun des niveaux, vous développez un argumentaire adapté. Et j'ajouterai à ces 5 éléments un point bonus quand même. Challengez-vous en votre fort intérieur à combien vous vous estimez, compte tenu de tout ce que vous apportez à vos dossiers d'un côté, à vos clients, à ce nouveau service, à cette nouvelle entreprise. Voilà, vous êtes prête ou prêt à construire votre argumentaire. C'est ce que nous construisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois, parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas toujours évident de le faire tout seul face à sa feuille avec soi-même. Donc, nous construisons pendant l'accompagnement mobilité votre argumentaire, les 4 arguments pour les 4 niveaux pour négocier votre salaire. Si vous êtes intéressé, j'ouvre 2 places en novembre sur les 5 habituellement disponibles. Et oui, en fait, j'ai déjà une juriste et une directrice juridique qui ont réservé leur accompagnement individuel pour novembre. Et j'ai une personne que j'accompagne actuellement qui renouvelle son accompagnement pour 1 mois, puisque la personne est en plein entretien. Et donc, elle a besoin d'être accompagnée jusqu'à la fin de la période de recrutement. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Nison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement.
Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et quatrième thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jury Nova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues, et puis vous leur diffusez le podcast. Et moi, de mon côté, ça m'aide énormément. Et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast, écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Anison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte, c'est @jurynovaconsulting. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 26, le 4e de cette série de 5 épisodes consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Et la semaine prochaine, nous traitons la question suivante, rémunération fixe et rémunération variable. Et en bonus, je traiterai une question complémentaire. Et n'oubliez pas la surprise qui devrait bientôt venir. Bon week-end à tous, les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.